Bon, ça, c'est le tard qui plombe sur le pouvoir depuis un moment. Nous, on ne fait pas des délégations, mais des escortes, en fait. Ouais. Il faudra qu'on arrête ça à un moment donné. Ouais. J'ai vu des images, les ministres étaient arrêtés, des gens qu'on ne connaissait pas passaient facilement pour arriver, les autres spéculent, non, c'était des membres de la famille et autres, mais bon, moi, je n'entre pas dans les spéculations, j'ai juste vu les images qui parlaient. Est-ce que c'était pas, le protocole n'attendait pas, parce que la délégation officielle devrait attendre l'entrée des officiels, peut-être pour entrer ensemble avec eux. On ne va pas suppiter sur les questions d'image, mais cette délégation-là, elle est beaucoup trop importante, il faudra qu'on arrête à un moment. Et quand on parle de la réduction des trains de vie des institutions, ça passe notamment par tout ça. Passe notamment parce qu'ils sont pris en charge par les trésors publics. La prise en charge par le trésor public. Et surtout la présence des VK qui taraudent les esprits. D'aucuns voudraient bien comprendre en quelle qualité le pauvre Vital Kamerhe s'est-il retrouvé là-bas. J'ai vu ses proches essayer de soutenir, enfin justifier des choses. Bien. Vous appelez ça justifier? À la fin, il faut qu'on... Non, ils ont essayé de communiquer à leur manière. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Monseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur votre chaîne. Peut-on vraiment compter sur la France, notoirement connue comme étant l'un des grands soutiens du Rwanda dans le processus de restauration de la paix dans l'Est? Félix Tshisekedi y croit, il sait que c'est risqué. Il a quand même, tout de même accepté de prendre ce risque. Ici ou ailleurs, beaucoup estiment qu'après ce voyage de Paris, sera égal à avant. Rien de grave ne pourrait fondamentalement changer, tant on connaît le penchant qu'a la France vis-à-vis du Rwanda. Le président a bouclé sa visite dans l'Hexagone. Une importante délégation l'avait accompagné, au point qu'on a vu, à un certain moment, le protocole à l'Élysée était débordé. Des photos qui ont fait le tour également du président jouant à un match de gala, un match de foot. Et d'ailleurs, il se bat pour que le Congo organise le prochain trophée de champion. Trophée de champion. Ouais. Le prochain trophée, entre août et septembre. Il voudrait bien que ce soit ici. Je crois qu'il pourrait opposer Paris Saint-Germain à Toulouse, quelle autre équipe. On verra bien l'enjeu de ce déplacement parisien, qui a sans doute coûté assez cher au trésor public. Ici, l'on traque les opposants, l'on traque les religieux. On attend la prochaine invitation qui sera adressée au cardinal. L'Église catholique a mis en garde
faut pas dramatiser les choses, mais si on va dans le cadre de l'acharnement, on y réservera une autre réaction. Un Kabila est devant son juge en ce moment en train d'être auditionné. Sera-t-il placé sous mandat d'arrêt provisoire ou reviendra-t-il chez lui un homme libre? Ah, tout ça, on vous le dira. Bienvenue sur votre chaîne, notre chaîne. Ici même, on vous a appris à vous donner les indispensables. On a fait venir Mike Gardi, Diana, vous connaissez bien la pertinence qui caractérise ces analyses. Bienvenue. Merci beaucoup Jean-Pierre, c'est toujours un plaisir de retrouver ce beau plateau pour parler de la République. Oui, parler de la République, de notre cher Congo. Okay. Il se porte mal, hein, le Congo. Ben, ne pas le dire, c'est faire preuve d'amnésie ou d'être, j'ai envie de dire, aveugle. Mais sinon, tout le monde sait voir que les indicateurs sont un peu plus compliqués. Et on espère que le gouvernement qui doit arriver pourra s'atteler à répondre beaucoup plus aux exigences de la population qu'au jouer aux équilibrismes politiques pour satisfaire les intérêts de gauche et de droite. Par contre, au dernier briefing de presse, le ministre des Finances disait, Orbi et Orbi, que le pays s'est porté plutôt mieux. Enfin, ça dépend des indicateurs. Bon, en fait, ou des secteurs. Quand il le dit, le commun mortel prendrait ces mots pour du mandarin, un langage qu'on ne comprend pas. Mais je crois qu'en tant qu'élite, surtout pour quelqu'un qui voit les choses de loin, je sais sur quoi il parle. Mais j'ai toujours tendance à rappeler aux politiques, surtout aux technocrates qui sont dans le gouvernement, que la croissance économique n'est pas égale au développement. La croissance n'est que la dimension quantitative de l'économie, mais elle ne devient utile que lorsqu'on atteint la dimension qualitative qui s'est traduite par les notions de développement, notamment dans la répartition et le financement des projets. Il faut ressentir ça. Il faut ressentir. Dans nos assiettes, sinon, à ces on peut frôler les deux chiffres comme sous Matata. Sinon, à ces niveaux-là, c'est... Kabila, ça en était lassé jusqu'à dire, mais voilà. Enfin, on ne va pas manger la croissance, ou le cadre macroéconomique. Le cadre macroéconomique. Je sais que c'est important, c'est la fondation, je sais que c'est le lit sur quoi se repose la structure économique d'un État, mais après, il faudra aller vers des politiques, sinon ça risque, ça reste ce qu'on appellerait des VPE. On a suffisamment de moyens, on a un budget qui grandit au fur et à mesure, mais après, les Congolais ne savent pas le ressentir. C'est pourquoi je dis toujours, à la limite près aux institutions, dans le contexte congolais, il faut humaniser la communication. Il faut éviter avec cette communication élitiste, ça ne rend pas service. Aujourd'hui, il faut parler de manière claire. Il y a humaniser, c'est-à-dire humaniser, ça veut dire que rendre humain, c'est-à-dire que rester dans les éléments probants, compréhensibles par tout le monde. Par exemple, quand vous arrivez, un politique va se plaire à dire « Écoutez, on a un cadre macroéconomique aujourd'hui un peu plus stable, on a un taux de croissance qui va crescendo, et basta. » Ce qu'il dit n'est pas faux, mais en fait, la question c'est que de manière directe, la population qui est le bénéficiaire direct et qui est de surcroît est agent économique, bénéficie de quoi dans cette croissance? Mais d'abord, est-ce qu'on est dans un même monde? Quand le ministre vous dit que tout va bien, il est dans un joli bureau climatisé, il a sa grosse cylindrée, il a un gros salaire à la fin du mois normal. C'est pour ça que il n'emprunte pas les voies secondaires, il voit pas les... C'est pour ça que je préférais parler humanisé. C'est-à-dire la notion d'humanité revint à un caractère général et commun dans le sens des intérêts. Quand on dit humaniser, ça veut dire que c'est mettre à la place des autres, être à la fois vrai, mais être aussi juste. Est-ce que c'est ça qu'essaie de jouer notre ami Shukran Lituani? Il a basculé maintenant dans un autre activisme. Il a fait un communiqué hier. Enfin, on sait qu'il a participé très activement à la dernière campagne présidentielle. Il a battu campagne pour Félix Tshisekedi. On sait les pics, notamment Makambo, il y a les levures, il y a les images et tout ça. Contre Katumbi, c'est venu de lui. Il a fait un communiqué hier pour dire qu'il basculait dans... il devenait activiste et désormais, avec son micro, il va commencer à dire ouvertement les choses telles qu'elles se présentent. Est-ce que c'est de cette façon qu'il faut humaniser les choses? Sommes-nous en train de comprendre qu'on est sur une mauvaise pente, une mauvaise trajectoire, ou on continue à dire les choses selon qu'on a quelques prébendes garanties? Si mon ami Litiani Soukrani décide de le faire, je crois que je vais le féliciter parce que moi, je l'ai connu aussi au travers de ces histoires-là. Dans ses différents projets, ils sont venus dans une institution où nous, on gère la communication pour essayer de travailler ensemble. Mais après, s'il décide de le faire, mais je crois qu'il arrive sur un terrain où nous, on essaye de le faire depuis. Ce que lui veut faire, ce qu'il lui veut dire, le franc-tireur est né de ce besoin-là. D'être justement engagé, mais pas partisan dans les questions de la République. Pour moi, c'est ça, humaniser. Savoir dire la vérité, jouer ce rôle-là de gatekeeper, d'arbitre. C'est-à-dire, parce que j'ai l'habitude de dire généralement aux jeunes qui sont autour de moi,
S'il y a un vrai représentant de la population, c'est le journaliste, ce n'est pas le député. Le député a un mandat déterminé de 5 ans, après, il part. Mais le mandat social d'un journaliste, c'est à vie. Encore faut-il qu'il joue effectivement son rôle. C'est ce que je dis. Et encore faudrait-il qu'il joue ce rôle-là, mais de droit, c'est le rôle qui lui est conféré. Et quand on en prend conscience, quoi de plus normal qu'on puisse se jeter de fleurs. Mais s'il rejoint ce camp-là, ce n'est pas un problème, nous on sera d'accord avec lui. Mais il faut éviter aussi d'endormir le gens. Parce que nous savons aussi que dans la stratégie de la communication, parfois on peut se fabriquer une armée qui attaque, mais dans le sens de pouvoir bonifier les quelques résultats qu'on peut avoir. C'est-à-dire c'est dans l'opposition que l'éclairage sort très vite, surtout en matière de communication. Je sais de quoi je parle. C'est ce qu'on verra avec vous tout à l'heure dans l'émission Mike Gardi et Diana. Il y a tellement de choses. Mais l'on parlait du social avant de parler du voyage parisien du président. Il fait très chaud à Kin en ce moment. Comme les gens se plaignent qu'il n'y a pas d'eau. Enfin, pas d'électricité, pas des routes. Kinshasa, la vie est invivable en ce moment. Pour ne parler que de ce que nous voyons tous. Je rappelle souvent aux gens qui ont l'habitude de me suivre, c'est que quand on veut parler des questions, des défis de Kinshasa ou de la RDC, faut le prendre dans le sens historique, c'est-à-dire c'est l'ensemble de l'histoire de la RDC. Quand vous voulez disséquer le problème de la RDC en mettant un deadline, un timing, vous faussez l'analyse. Le Congo, dans son contexte général, vous verrez que nos problèmes sont croissants. Par exemple, quand on parle de Kinshasa aujourd'hui, c'est la résultante de l'absence d'une politique cohérente avant, qui ont permis à ce que le Kinshasa, qui, en termes d'urbanisation, était imaginé pour une ville d'à peine 5000 personnes, aujourd'hui, on est à combien? À plus de 12, 15 millions. On est autour de 15 millions. 15 millions. Ça prouve à suffisance que nous, on est, ce que je dis, le Congo, on vit un peu à l'image du citoyen lambda. On est dans cette approche de cueillette. On produit pour de besoins de consommation. Le projection à moyen long terme n'est pas notre fort. C'est-à-dire on est dans la politique des survies. C'est ça le plus grand problème. Et aujourd'hui, ce que je regrette, c'est que on le fait pas parce qu'il manque des indicateurs. Jean-Pierre Kayembe, je rappelle toujours aux gens qui veulent entendre, il existe un PNSD, un programme de développement que la République a mis de l'argent, a envoyé des citoyens en dehors du pays pour apprendre le modèle, venir le couler sous forme des documents, une sorte de plan Marshall pour nous permettre de connaître quels sont nos défis et de pouvoir se projeter à l'avenir. Les Alexandre Nchoué sont ici à Kinshasa, des gens que la République a utilisés pour apporter de l'intelligence, mais malheureusement on ne s'en sert pas. En fait, aujourd'hui, quand vous parlez de Kinshasa, essayez de voir, j'ai lu les différents projets des candidats, comme d'habitude, ils nous disent, ils nous rappellent nos problèmes, c'est bien. Vous nous dites que non, je veux résoudre tel problème, ce n'est pas ça la question c'est comment vous allez le faire. J'ai vu des gens faire des projections budgétaires, quand tu regardes la capacité de mobilisation de Kinshasa, tu dis, c'est chimérique ça. Il n'y arrivera pas, à moins qu'on me dise, parce que je me suis rendu compte d'une particularité dans ces élections ici, l'implication de puissance, c'est-à-dire le système de financement électoral qui devrait normalement se faire naturellement par les sympathisants, c'est fait par des opérateurs économiques. Or, nous savons tous que les opérateurs économiques, quand ils s'impliquent dans les questions politiques, il y a un principe de redevabilité après, c'est pour obtenir de marché. Et les Turcs ont compris que c'était un vaste marché à Kinshasa, les Libanais ont compris, ils sont en train de financer les décideurs pour pouvoir jouir et capitaliser, caporaliser en fait le marché qui est encore inexploité à Kinshasa. Et ça, pour moi, je me dis, pour des gens qui ne savent pas aller à des politiques de moyen et long terme, on se vend à moins cher et puis on vend on verra bien si Daniel Bumba sera à la hauteur. On va parler des élections, mais d'abord. Je vais être très sincère, les gens savent que ce n'est pas personnel. J'ai vu, à moins qu'ils nous contredisent en s'entourant de bonnes personnes, ce que j'ai vu, ce n'est pas ça. Ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Nous risquons bien d'avoir un Gentilin Ngobila fois multiplié par 3. Peut-être pas au niveau de Gentilin Ngobila. J'ai l'habitude de dire aux gens, en tout cas, ce que Ngobila a fait, si ça s'appelle gestion, ça veut dire que moi, je suis le pape. Il n'y avait aucune notion de gestion dans ce qu'il a fait. Je ne suis pas sûr que lui-même savait ce qu'il faisait. En tout cas, je dis que ça ne va pas, mais je ne suis pas sûr qu'on peut descendre un peu plus bas. Je ne pense pas. On reviendra tout à l'heure pour parler de ces élections et de ces soupçons, des corruptions qui les ont entachées. Mais d'abord, le séjour du président. Hier, face à la diaspora, il a dit beaucoup de choses.
Ceux qui voudraient qu'il change, modifie la constitution, il dit qu'il n'est pas dictateur, qu'on ne fasse pas d'élu dictateur. La double nationalité, ainsi de suite, il a répondu à un certain nombre de questions. Mais je voudrais qu'on revienne légèrement à l'étape de l'Élysée. Le face-à-face avec la presse, la conférence de presse conjointe avec Emmanuel Macron. La conclusion qu'on retient ici, c'est que pour ce qui est de l'Est, la France, sa philosophie ici, c'est qu'il faut privilégier le dialogue, privilégier des voies diplomatiques. Aujourd'hui, quand le président Tshisekedi dit qu'il prend le risque de penser que la France peut nous aider à restaurer l'autorité de l'État dans l'Est, mettre au état de nuire Nanga et ses copains, est-ce qu'il faut y croire quand on connaît la proximité qu'il y a aujourd'hui entre Paris et Kigali? Croire, ça dépendrait des uns des autres. Ceux qui ont l'habitude parfois, par effet patriotique exagéré, peuvent croire peut-être naïvement, mais moi non, en fait. Parce que je sais ce que représente la France. J'ai bien suivi ce face-à-face. Je vis dans ces bilatéralismes bonifiés, une forme d'amicalité qui ne disait pas son nom, alors qu'il y a encore quelques temps, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur bon nombre de points qui n'ont pas changé jusqu'à la prise des becs de Kinshasa, ça se souviendra. Exactement, exactement. C'est-à-dire que ce pourquoi on s'est brouillé autrefois ne s'est pas amélioré. La question, c'est que qu'est-ce qui a justifié l'évolution dans le tandem, dans l'attitude, dans l'atmosphère, dans les relations. Est-ce que, moi, ma crainte, c'est que Kinshasa fléchisse, en fait. On a fléchi. Ma crainte, c'est celle-là. Kinshasa qui était parti, je l'ai toujours dit, mais les gens me prenaient parfois pour un fou. En matière diplomatique, surtout dans les questions sécuritaires, c'est question de rapport de force. Ouais. C'est bien de décider de ne pas négocier. Mais quand on négocie, parfois aller au bout de notre logique. Ça veut dire qu'on lève l'option de prendre la tangente militaire et aller jusqu'au bout. La nature horaire du vide, et ce n'est pas les questions sécuritaires qui en sont exemptées. On ne peut pas, dans une situation qui continue à pourrir du jour au lendemain, on décide de ne pas exploiter la première piste de solution, aussi tentée que ça soit une solution cosmétique et temporaire. On veut actionner un deuxième levier qui est le levier de la guerre de la force et d'en finir définitivement à cette guerre, sans pour autant aller jusqu'au bout de ces démarches-là. D'un moment à l'autre, il y a un moment où ça ne va pas aller, il y a un moment où on aura ras-le-bol, où il y a un moment où les conséquences seront tellement énormes qu'on finira par revenir à la case départ, ou encore la solution de la facilité. Mais malheureusement, dans l'approche diplomatique, quand on décide de prendre une direction et qu'on refuse les solutions préétablies par les autres, quand on revient en position de faiblesse. Aujourd'hui, c'est remettre autour d'une table pour résoudre ces problèmes par des négociations, sans pour autant se rassurer d'avoir renversé le rapport de force avec nos protagonistes, ça nous ramène à la case départ. On a dit que l'Occident soutenait bien le Rwanda et c'est documenté. Qu'est-ce qui a changé dans notre temps? En fait, c'est ce que je dis. Jusque-là, rien n'a changé. J'ai comme l'impression que c'est Kinshasa qui... Superficiellement, on a entendu Macron dire qu'il condamnait les agissements rwandais dans l'est du Congo. Jean-Pierre Kembe, c'est de la diplomatie, on le sait, ils le diront comme ça. Mais finalement, la France réussit son coup de maître, ce que l'ensemble de l'Occident voulait depuis toujours, contraindre Kinshasa à négocier. Se retrouver autour d'une table pour résoudre de manière, entre guillemets, pacifique. Le mot est très mal choisi parce que ce n'est pas pacifique. Cette question de la guerre de l'Est, ça veut dire qu'on rentre dans les schémas traditionnels. On tombera dans le compromis. On aura encore pour longtemps les différents regroupements M23 et tout ce qui va avec. On aura encore une fois des mixages. On aura à céder à des exigences. On aura à avoir un nouvel ordre politique, notamment avec ces belligérants qui vont arriver pour pouvoir occuper quelques places, et malheur, ça arrive pendant une période où on attend la composition, parce qu'on attend la composition d'un gouvernement. On revient au schéma des Kagame qui vous fait comprendre que c'est une question congolo-congolaise. Non, la question congolo-congolaise, on sait que ce soit nous ou l'Occident, on sait que cet argumentaire qui est né depuis 2 années a été élagué aujourd'hui. On a vu le forcing qu'ils ont tenté de pouvoir faire en nous emmenant... comment on appelle, des Congolais à la tête de ces mouvements, en essayant de faire un mixage avec Nanga exactement. Mais malheureusement, le plus grand problème, on sait que ce n'est pas une guerre congolo-congolaise. La preuve, Kagame ne se battra pas autant pour nous mettre autour d'une table et pour une question qui nous concerne nous. Ça, c'est un argumentaire sur quoi, dans le langage, dans la communication, on a évolué. Mais après, est-ce que sommes-nous
à même d'assumer l'option militaire pour en finir définitivement? Eh bien, je crois que cette réponse-là semble être un non, j'ai envie de dire, indélébile, parce que la preuve, jusqu'à maintenant, c'est que l'allure où on vend le chose, j'ai comme l'impression que Kinshasa commence à fléchir et veut retourner à la case départ, ça veut dire autour d'une négociation, pour pouvoir discuter avec non seulement le groupe Zarmé, mais aussi le fournisseur et le grand Boana de ce groupe-là. Globalement, en termes de com, quelle image ce déplacement parisien a envoyé dans l'opinion, l'image d'un pays véritablement en guerre, d'un pays qui souffre et qui a ardemment besoin de la solution, ou l'image... Est-ce qu'à Paris, on a vraiment ressenti que nous sommes un pays aujourd'hui en guerre? Ben, je crois que je ne veux pas... Quand on parle de l'image, de la communication autour des questions militaires, je n'aimerais pas rester dans la séquence Paris. Dans la séquence Paris, je crois qu'il faut définir c'était quoi l'objectif. Oui. L'objectif, si c'est ce que je viens d'évoquer aujourd'hui, renouer le rapport, le rapport bilatéral avec la France, c'est-à-dire remettre de l'amicalité dans nos relations, je pense que l'objectif est atteint. Mais la question, c'est est-ce qu'on devrait rester dans cette image-là, apologique, où on veut vraiment que les gens sentent que nous sommes en guerre? Encore à ces niveaux-là, c'est partagé. Depuis toujours, quand vous parlez à l'Occident, c'était l'image depuis. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez que Kabila a fait un effort. C'est pourquoi vous verrez que d'ailleurs les gens comme Jean-Marie Kassamba ont excellé, parce qu'ils ont réussi à donner une autre image de ce que les gens voyaient de l'extérieur. C'était de ne pas faire croire aux gens que ça crépite sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. On est un État aujourd'hui, on a également besoin de vendre une image positive pour assainir notre climat des affaires, faire comprendre aux gens que c'est une terre où il fait beau vivre, où on peut investir, où on peut trouver son intérêt, où on peut faire du tourisme, mais en même moment dire qu'il y a une partie, orientale qui est en proie à des exactions pour plusieurs raisons qu'on connaît. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce mixage-là qu'il faut faire, et dans ça, il faut beaucoup de tactiques pour pouvoir ne pas pécher. Pas que l'autre communication empiète sur l'image que... Il y a surtout une attitude qu'il faut avoir aussi par-dessus tout. Le plus important, c'est dans l'attitude. Ouais. Parce qu'on peut être un parent, on peut avoir 9 enfants qui sont en très bon état ou qui viennent obtenir leur diplôme, on peut se réjouir. Dès lors qu'on a un enfant malade, l'attitude doit rester l'attitude d'un père juste qui, au même moment, sait se réjouir du bonheur des autres enfants, mais qui sait partager la peine de son enfant. Oui, parce que quand on voit la photo du président en tenue de sport... En tenue de sport. Et tout ça avec Adebayor. Ben, faut pas lui en tenir rigueur de temps en temps, parce que c'est vrai qu'on est dans un contexte de guerre, mais c'est comme je vous ai dit ici, le Congo a autant de défis. Et il ne faudra pas rester sur l'image belliqueuse. Il faut de temps en temps faire comprendre aux gens que c'est une terre d'espoir où les gens peuvent investir, parce que nous, en tant qu'État, on en a besoin pour pouvoir... Mais quel autre président étranger avez-vous vu enfiler une tenue des sports, une vareuse? À part Macron. Bon, j'ai vu Macron. Macron récemment au gala, oui, le match du gala avec... Je vis Vladimir Poutine, peut-être pas avec des tenues de foot, mais en kimono. Pour des raisons d'image, ça arrive de temps en temps. Ça arrive. Oui, mais l'on parle d'une délégation, une très très forte délégation. On a vu dans les petites capsules qui circulent des gens presque debout, le protocole apparemment dépassé. Là aussi, qu'est-ce qui n'a pas véritablement marché? Bon, ça c'est le tard qui plombe sur le pouvoir depuis un moment. Nous, on ne fait pas des délégations, mais des escortes en fait. Ouais. Il faudra qu'on arrête ça à un moment donné. J'ai vu des images, les ministres étaient arrêtés, des gens qu'on ne connaissait pas passaient facilement pour arriver, les autres spéculent, non, c'était des membres de la famille et autres, mais bon, moi je n'entre pas dans les spéculations, j'ai juste vu les images qui parlaient. Est-ce que c'était pas, le protocole n'attendait pas, parce que la délégation officielle devrait attendre l'entrée des officiels, peut-être pour entrer ensemble avec eux. On ne va pas suppiter sur les questions d'image, mais cette délégation-là, elle est beaucoup trop importante, il faudra qu'on arrête à un moment. Et quand on parle de la réduction des trains de vie des institutions... Ça passe notamment par tout ça. Parce qu'ils sont pris en charge par les trésors publics. La prise en charge par le trésor public. Et surtout la présence des VK qui taraudent les esprits. D'aucuns voudraient bien comprendre en quelle qualité... Le pauvre Vital Kamerhe. C'est-il retrouvé là-bas. J'ai vu ses proches essayer de soutenir, enfin, justifier des choses. Bien. Vous appelez ça justifier? À la fin, il faut qu'on... Non, ils ont essayé de communiquer à leur manière. Ouais. Pas forcément justifié, mais ça peut se comprendre. On est sur un terrain politique. Vital Kamerhe est le prochain candidat président de l'Assemblée nationale
pour le compte de l'Union sacrée, qui est la plateforme majoritaire, et sur quoi on a l'impression que l'élection sera une formalité. Est-ce que c'est en prélude de ça? Est-ce que c'est dans l'idée de pouvoir accompagner? Mais il ne faudra pas oublier. Je crois que le Congolais, on est souvent trop amnésique et on est tombé dans ce que moi j'appelle, on a refusé de réfléchir, on juge très vite. Ouais. Vital Kamerhe est un allié politique important du chef de l'État. Il ne faudra pas oublier, Vital Kamerhe est passé par un cursus politique où il a un agenda. Quand on va dans ces genres de salons, il est souvent mieux de s'accompagner des gens capables aussi de dire un mot, capables d'influencer, capables de faire jouer le contact. Est-ce qu'il y va pour ça? Peut-être, qui sait. Mais il ne faudra pas à tout moment qu'on remette en question pourquoi il est là. Il devrait être où, à votre avis? Il est un ministre de l'économie sortant. Lui, il a refusé de continuer de faire son intérim. Il a dit, niet, comme le gouvernement démissionnaire, moi j'arrête, j'y viens pas. Et maintenant, il est le prochain qui sera candidat au niveau de l'Assemblée nationale. Pendant il cette sera période, candidat où il est carrément, il est presque de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on dit. On attendait le président à la plaine. Si le mot d'ordre reste serait autant respecté comme pour le cas de Daniel Bumba, je crois que c'est déjà le président de l'Assemblée nationale. Mais après, je crois qu'au-delà de ça, c'est un allié politique. Il ne faut pas oublier, c'est un champ politique. On a besoin de force en présence. Et au-delà de ça, on peut tout lui reprocher. On peut reprocher sa crédibilité mise en mal depuis un certain moment par des affaires de l'État, ouais. Mais ça reste un gars intelligent, ça reste un gars cohérent, ça reste l'une des rares intelligences autour du chef de l'État parce que ça en manque cruellement. Bien. Intelligence politique peut-être, mais en tant que ministre de l'économie, il a échoué, ça c'est pas un secret. Non, il a échoué, il faut dire directement. Malheureusement. Mais c'est ça le problème de ces gens qui, quand ils ne sont pas aux affaires, ils vous font des démonstrations incroyables. Une fois, on lui donne un portefeuille. Vous savez, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai découragé certains amis qui voulaient aller en politique. Je leur dis, la politique, il faut faire attention. La politique obéit à certains principes. Je vais l'illustrer. Cette phrase-là, quelqu'un l'a dit mieux, c'est Lionel Jospin. Il a dit, quand on accède aux fonctions politiques, le plus important, c'est pas de réussir ou d'échouer, parce que dans un État, il y aura toujours deux causes, soit endogènes, soit exogènes, qui vont justifier soit votre échec, soit votre réussite. Mais le plus important, c'est comment on a vécu pour la fonction. Comment on s'est donné. La preuve lui-même, il a échoué plusieurs fois à la présidentielle, même dans certaines réformes, mais Lionel Jospin reste l'image de l'économie française, reste ces cadors de la politique française parce que les gens ont senti une certaine volonté, les gens ont senti une certaine intelligence. On n'a pas remis en question son intelligence, mais on a compris qu'il y a eu des éléments qui ont concouru à son échec. Chez nous, le Congo est un vaste chantier. J'ai dit toujours aux gens, il ne faut pas s'hasarder. Le Congo, quand vous n'êtes pas sûr d'avoir un système qui vous accompagne, ne vous immiscez pas. Vous nommez Vital Kamerhe ministre de l'économie, ok, d'accord. Dans quel système il se retrouve? Je ne veux pas justifier son incompétence. Je sais parce que quand ils arrivent, on a dit je vais arriver. Les mastodontes sont arrivés. Pour qu'on soit clair, il y avait possibilité de faire mieux. Mieux que ce qu'il a prouvé. Vous mettez Alexandre Choué à la place de Vital Kamerhe, il vous aurait fait des choses certainement merveilleuses. Mais je crois qu'il a péché du fait aussi qu'il s'est laissé emporter par l'influence politique. C'est mettre à dos la chaîne des dépenses pour rentrer dans les différents dossiers sales, c'est préoccuper des questions cosmétiques, les salaires des gens, les salaires des autres. C'est là où vraiment je n'ai pas retrouvé l'intelligence Vital Kamerhe. Prendre l'idée cosmétique alors qu'on avait déjà de l'argent versé pour le chinchard qu'on n'avait jamais retrouvé. Vous allez pour une deuxième fois. À la fin, dans ce pays, on a plus de théoriciens. Des gars que vous maîtrisez. Vous arrivez à la conclusion. Qui ont mémorisé des syllabus entiers. Vous arrivez à la conclusion que je voulais faire, que j'ai dit souvent aux gens, c'est que le Congo est rempli des gens surdiplômés qui ont l'intelligence, mais pas le savoir. Ça veut dire que c'est des théoriciens, des très bons théoriciens. Et aussi parce que c'est pas cette élite intellectuelle. C'est des gens qui ont étudié juste pour gagner le droit de parler et d'accéder aux fonctions, mais pas dans l'idée de pouvoir apporter des réponses aux problèmes de la République. Ce qui fait que quand ils arrivent, ils s'effondrent dans la masse. Personne n'est capable de sortir des sentiers battus pour dire, bon écoute, quelle est l'intelligence? On a appris Karl Marx, on a appris les principes d'économie, oui, mais on ne vous a pas appris pour que vous rameniez exactement les mêmes théories, parce que tout le monde le sait, le contexte économique congolais diffère du contexte économique des autres États. Chaque État a ses particularités, comme chez nous. Il est connu que le Congo a deux valeurs différentielles, c'est l'énergie, c'est l'agriculture. Si on veut être cet État catalyseur au niveau du continent, si on veut accroître notre pouvoir financier, si on veut accroître notre capacité à intervenir dans les différents projets et répondre aux besoins de Congolais, il faudra qu'on commence par là.
C'est l'agriculture, c'est l'énergie. Les mines devraient nous servir de capital productif pour aller vers ces projets intégrateurs. Mais nous, on a fait, c'est comme Jean-Pierre Kaimbe à qui on a donné des grains. Au lieu de pouvoir aller s'aimer, il a décidé de bouffer ses grains. C'est ça l'histoire de la RDC. Et c'est ça malheureusement ce que les intellectuels nous font faire jusqu'à aujourd'hui. À côté, il y a des gars qui sortent du lot, qui impressionnent et qui forcent l'admiration. Hier, nous avons appris des bruits, des couloirs, qu'un coup s'est préparé, notamment contre le chef du service national, le commandant, le général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik. Des infos que nous ne confirmons pas pour l'instant parce que nos équipes y travaillent. Dès qu'on a du nouveau, on reviendra. Beaucoup d'entre vous ont lu les publications de notre cher Perrault, qui s'est spécialisé depuis un temps dans des révélations, des dossiers difficiles. Pour l'instant, nous le prenons avec pincette, mais nous travaillons, nous y travaillons. On va se détendre, enfin, on va détendre un tout petit peu l'atmosphère. Avec cette prêche, le pasteur Bondo, vous le connaissez? Oui, Laborde, ouais. Richard Bondo. Très bon prédicateur et tribun. Je pense qu'à la télé, quand je suis beaucoup de nos pasteurs, pour être honnête, je zappe. La seule fois que j'ai suivi ces messieurs, j'ai appris à aimer ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il a dit des choses. Peut-être qu'il sera le prochain à être interpellé. Petite transition qui nous permettra de parler de l'affaire du cardinal et de ses conseils, de l'invitation qui lui sera envoyée très prochainement. À très vite. C'est comme ça qu'on va aller chercher Joseph. Le moment veut. Alléluia. Dieu a toujours son temps. Joseph n'a pas forcé. Et puis de toute façon, dites-moi, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il est dans un pays étranger, il n'a pas d'avocat, il n'y a personne. Personne pour le défendre. Personne, mes amis. Mais il y en a un, l'avocat par excellence. Les défenseurs des pauvres. Les défenseurs des laissés pour compte. Il y en a un qui est assis sur le trône. C'est celui-là que nous devons craindre. Vous qui avez une once de pouvoir et qui abusez de ce pouvoir, sachez une chose, que celui qui a créé les hommes sous votre responsabilité, tôt ou tard, il vous demandera des comptes. Avant de vous lever pour assumer une quelconque responsabilité, réfléchissez 3 fois. Je vais vous dire une chose. Que vous soyez un converti ou pas, que vous soyez athée, un athée notoire, ou converti, ou tout ce que vous voulez, dès lors que vous avez une quelconque parcelle de pouvoir, dès lors que vous avez à votre disposition des âmes pour lesquelles Jésus est mort, vous devenez responsable de ces gens-là devant le Créateur. Si vous ne travaillez pas à leur bonheur, vous profitez pour vous enrichir, pour voler, pour corrompre, tôt ou tard, leur Dieu vous demandera de compte. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il y a beaucoup d'irresponsabilité, beaucoup d'opportunisme. Voyez-vous, vous avez tout suivi dans la foulée des élections sénatoriales, ce cirque, cette foire à la corruption. Comment voulez-vous diriger, avoir une conscience tranquille, s'asseoir au Sénat, tout en sachant qu'on a corrompu? Malheur à vous. Malheur à vous. Comment voulez-vous diriger? Bien. Comment ça s'appelle? Réveil des consciences? Mais c'est pas ça, cette incitation à la révolte que l'on reproche au cardinal Ambongo. C'est prêche assez salé. Des hommes de Dieu qui touchent le fond du problème et qui en parlent avec beaucoup d'aisance, sans y aller des mains mortes, enfin. Bon, c'est vrai qu'on ne le mettra pas dans le box. Le cardinal Ambongo, c'est d'un autre level. Mais je crois que ça, c'est pareil. Si vous avez l'habitude, moi, j'ai la chance. Ouais. Surtout que quand j'étais à l'UPenn, de temps en temps, quand je ne sais pas arriver chez moi au centre Philadelphie, j'ai rentré à Laborde. Il a l'habitude de prêcher comme ça. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a grandi dans la culture occidentale. Il a été en Belgique. Ouais. Il n'est revenu au pays que pour prendre la place de Jacques-André Vernon quand il est décédé. Mais donc, c'est quelqu'un qui a vu de choses, quelqu'un qui constate de choses. Et je ne pense pas que
il y a eu une disparité entre la mission ecclésiastique et la mission sociale de l'Église. La Borne, au-delà d'être une église, la Borne a des centres hospitaliers, a des écoles. C'est-à-dire qu'il participe activement à l'épanouissement de la société. Si on peut participer autant, je ne vois pas pourquoi on priverait à l'église le droit d'évoquer des questions qui ne marchent pas, parce que, au-delà d'être pasteur, on est avant tout citoyen. Avant nos fonctions, avant nos qualifications, on est avant tout citoyen. Mais c'est cette vérité qui... Quand il y a des tournements, c'est ça cette nous vérité touche tous. qui déplaît au régime. Je reviens. Si, c'est vrai que beaucoup de gens au régime sont un peu zélés, n'aiment pas entendre ce genre d'histoire. C'est des gens qui veulent qu'on leur dise que tout va bien. Ils l'ont sûrement déjà appelé ou menacé. Non, mais je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais il y a quand même autre élément. Je veux le dire aux gens. Ce n'est pas des éléments sur quoi on peut se fonder. Mais je pense que le cardinal, au-delà de son langage, qui du reste traditionnellement est connu à chaque régime politique, l'Église catholique n'a jamais fait de cadeau au pouvoir. Ça, c'est un fait, personne ne va le nier. Mais je crois que parmi les éléments qui renforcent cette forme d'acharnement sur le cardinal, sa proximité avec le clan Kabila. Ils ne vont pas vous le dire à haute voix, mais je pense que ça joue pour beaucoup. Mais aussi, de temps en temps, il y a une forme de cohérence dans les discours en ce qui concerne la question de l'Est. Il vous souviendrez, avant que l'abbé Donatien Chaud laissait Rébuff, il a remis sur la place publique la notion de la culture du troisième larron, qui est un problème en RDC. On dit, écoutez, quand il fait la déclaration, il dit, on ne sera pas étonné qu'après ces genres d'élections... Ça, c'était pendant les élections. On ne serait pas étonné que pendant ces élections, qu'un Congolais se réveille le lendemain et prenne le pouvoir par la force. Après, on voit des Nangs aller à gauche, à droite. Il y a une forme de cohérence dans les discours sur la question de la guerre de l'Est, ce qui fait que vous savez, en matière de renseignement, même une rumeur est une source sur quoi il faut bien vérifier avant de pouvoir être sûr qu'il n'y a pas une menace. Donc je crois qu'il y a des discours... Et le problème, c'est qu'ils partent sur des faits de frustrations internes, la c'est vrai. Qui, en fait, c'est une Mm. analyse doublée de sens de projection, parce que quelqu'un qui sait voir, qui sait analyser la société, quand tu vois le contexte et la culture politique de Congolais, tu t'es dit, il est possible qu'on en arrive là. Mais le problème, c'est que d'un moment à l'autre, pour des raisons qui le dit, de souveraineté, c'est qui le dit, comment il est dit, dans quel contexte, et pourquoi, tu vois un peu. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte, mais ce que je veux dire au régime, c'est que je ne pense pas qu'on soit prêt aujourd'hui à engager un combat frontal avec l'Église catholique. Je sais, je vais dire ce que j'ai dit aux autres, le débat comment on appelle, les canonistes qui revient aujourd'hui, non, le cardinal jouit de certaines humanités, je leur dis, ce n'est pas le cas. Je vous cite un exemple très récent en 2022, le cardinal Joseph Zein de Hong Kong a été arrêté, libéré sous caution pour accusation presque de choses similaires, où le fonds de l'église qu'il gérait aurait participé au financement de forces étrangères. Et il avait 90 ans. À 90 ans. Donc ça veut dire que le contexte n'est pas spécial chez nous en RDC, ça veut dire que c'est un citoyen justiciable. Non, en lisant l'accord de siège qu'on a avec le Vatican, rien d'État. Non, même si vous lisez l'accord avec le Saint-Siège, il n'y a pas une forme d'humilité qu'on accorde au cardinal. Mais je pense que c'est dans le fond. Quand on regarde le fond de ces déclarations, on peut lui accorder le bénéfice du doute et de ne pas politiser l'affaire, surtout ne pas engager ses c'est lynchage, carrément. Oui. C'est lynchage. Les menaces du procureur général. Bon, le procureur Mvonde, il va m'excuser, mais je ne suis pas sûr que lui... il sera tranquille après. Il faudra qu'il prenne un peu du recul. C'est vrai que vous avez la main pour pouvoir agir, mais de temps en temps, j'ai l'habitude de dire souvent aux gens, vous savez, c'est bien le droit, et il a un caractère contraignant, mais je pense que quand on dit que le fait précède le droit, sous un autre angle sociologique comme de chez nous, je me dis, il arrive des moments où la paix est préférable à la raison. Dans le contexte congolais, de fait que c'est pas... en fait, une infraction pas de nature très nocive vis-à-vis de nous pour l'instant, parce que jusque-là, à moins que les hommes de droit, je ne vais pas m'immiscer dans leur science, je ne suis pas un gnonciologue, mais quand je regarde, je lis les déclarations du cardinal, c'est comme je vous ai dit ici, il y a des éléments de contexte qui font en sorte qu'on peut douter. Mais pour ça, je crois aussi qu'en matière de justice, l'instruction est secrète. Menez des instructions, de lors que vous saurez déterminer des indices de culpabilité du cardinal, faites venir le cardinal à la barre. Parce que si vous voulez l'entendre juste parce que vous soupçonnez dans ses déclarations, croyez-moi, une personne comme le cardinal
ne viendra jamais répondre et être entendu sur PV sans que ça n'effrite, sans que ça ne fuite au niveau de l'opinion publique. C'est une sommité de l'Église. Donc, à la limite, il faut un peu démunicier, un peu de tact. Le procureur, il y a eu, son mandat était caractérisé par une certaine léthargie. Et là, on a comme l'impression qu'il fait un réveil brusque, hein, ou brutal, au point qu'il s'est saisi de tout, mais pas de ce qui est important pour nous. Bon, je ne veux pas aussi tomber dans les pièges de définir ce qui est important ou pas. Je crois qu'il est sous un regard de droit. Nous, on est sur un regard sociologique. On sait établir notre hiérarchisation de choses. Lui voit les choses différemment parce que c'est son rôle. Mais je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup mieux à faire. Il y a vraiment des questions... Cette foire des corruptions sénatoriales qui méritent on l'a vu, c'est mettre en branle de la justice. Et en priorité pour nous. Peut-être pas pour lui, homme de droit, mais pour justement. Nous, je pense que pour nous, la priorité est ailleurs. Et il peut le faire comme ça. Un bras de fer avec l'Église ça ne profitera pas. Ça ne profitera pas. Je le dis haut et fort. Ouais, comme on a dit, que si cogne... Surtout pour un État qui est dans une politique de lobbying, surtout sur cette question de la guerre de l'Est, l'Église est un pan important. Ouais. L'Église est une jonction importante dans le concert des nations. Et je pense que le Vatican devrait être ou est l'un des alliés sur qui on peut compter. Même s'ils ne sont pas clean comme Monseigneur, comment il s'appelle, Choledi, si ça devient l'acharnement et tout ça, intimidation, on va y réserver une autre suite. C'est-à-dire qu'ils vont devoir mobiliser toute la communauté chrétienne, parce qu'il y a déjà une campagne « Touche pas mon cardinal ». Je veux demander au cardinal de ne pas se départir de son côté ecclésiastique. Et s'il est de temps en temps, il ne faut pas répondre à la provocation politique par des approches aussi politiques. Ce n'est pas intéressant. Je serais son conseiller en communication, je ne lui conseillerais pas ce genre de chantage et menaces. Je ne pense pas. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de pouvoir mobiliser pour aller répondre à cette invitation de justice, être entendu et puis on s'en sortir. Si jamais elle lui sera adressée. Mais est-ce qu'à la fois, on n'ouvre pas plusieurs fronts à la fois? Ah ben ça, c'est l'histoire de la RDC. On a l'habitude, qui trop embrasse mal étreint. Je crois que cet adage-là est fait pour nous. On est un peu éparpillé, on prend beaucoup de choses à la fois. On n'est pas très concentré sur deux choses. On ne sait pas hiérarchiser les choses. Oui, ça, c'est naturel. Ça devrait étonner qui? Personne, je crois. On traque le cardinal. On traque également les opposants. On n'a pas les dernières nouvelles de Barnabé Milingagno. On ne sait pas ce qui lui arrive. Où serait-il? De quoi on lui reprocherait? Aujourd'hui même, au moment où nous tournons l'émission, il y a un autre kabiliste, enfin Barnabé, je ne sais pas s'il est kabiliste, je ne connais pas son orientation politique. Si Barnabé est kabiliste. Enfin. Il y a Ferdinand Cambéré, qui doit être entendu, ou qui est en train d'être entendu par un juge en ce moment. Oui. Mais je crois que, comme d'habitude, je ne veux pas prêter des intentions aux initiatives de la justice. Ouais. Mais dans l'analyse froide, je crois qu'il y a un lien avec les histoires de l'AFC. On ne va pas oublier, il y a eu une vague de jeunes du PPRD qui ont décidé de prendre cette tangente-là. De surcroît, ils font de ceux qui sont restés ici de potentiels candidats à la rébellion. Et je crois qu'on surveille de près ou de loin chaque mouvement. Et l'affaire est Cambéré, lui, je vais leur dire qu'ils sont surveillés. Cambéré, si la justice elle-même n'a pas dit pourquoi, au moment où on parle, personne n'est à même de définir pourquoi Ferdinand Cambéré est entendu. On va attendre la fin de son audition. Peut-être après, on saura exactement qu'est-ce que la justice lui reproche. Pour l'instant, on ne fait que regarder, mais je veux rappeler qu'il faut éviter la justice cosmétique et tambour battante. Ça n'aide pas. Vous n'aidez pas le chef de l'État. Quand le président lui-même a dit que notre justice était malade, en fait, il a jeté le pavé dans la mare. Non, ce n'est pas seulement jeter le pavé dans la mare. Le problème avec lui, c'est que c'est quelqu'un qui est politiquement incorrect. En fait, il a tendance à extérioriser ce qu'il a au fond. Oui. Il n'est pas politiquement très correct. En gros, je comprends sa déception parce que quand vous arrivez au pouvoir pour la première fois, vous faites de la justice votre cheval de bataille. Vous faites de la justice votre centre d'intérêt. Vous vous dites, moi, je vais asseoir ma notoriété par la justice. Vous êtes devenu état de droit. Vous vous rendez compte, il ne s'est pas rendu compte. Pourtant, moi, je l'avais dit dès le départ quand il a pris le pouvoir, je dis, Monsieur le Président de la République, quand vous voulez aller réformer la justice, avant le réforme, pensez aux acteurs. Vous ne pouvez pas mettre du vieux vin dans des outres neuves. Ça ne passera pas.
la qualité des gens qui rentrent. Parce qu'il y a eu un système qui s'est érigé dans cette justice-là. Quand vous vous ramenez avec vos bonnes intentions, dès lors que ça dérange aux intérêts économiques des uns et des autres, ce sont les mêmes personnes qui vont faire capoter les choses. Aujourd'hui, le pauvre IGF, chaque instruction n'a jamais abouti. Pourquoi? Parce que cette justice-là, soit s'y est mal pris au départ, avec certainement quelques faiblesses de la part des inspecteurs des finances, oui. On n'en dit ce qu'on ne viendrait pas, mais après, cette justice-là s'est montée léthargique et puis les gens se sont retrouvés dehors, presque personne jusque-là. Et ça, malheureusement, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de continuer à être fier de ça. Je serai à sa place, je ne ferai pas cette déclaration-là parce que c'est un couteau à double tranchant, mais comme il est politiquement incorrect, il en paiera peut-être le prix. Mais quand on voit ce qu'on dit du cardinal ou ce qu'on fait des opposants et qu'on voit en face, Nicolas Kazadi éclaboussé dans un scandale financier. Oui. De plusieurs millions. Hier encore, la presse révélait qu'en 2022, il a sorti autour de 8 millions de dollars pour l'acquisition du char automobile pour nos ambassadeurs, le corps diplomatique. Et d'ailleurs, tous ces véhicules, certains n'auraient toujours pas été versés. Et cerise sur les gâteaux, le marché, l'argent décaissé à moins d'urgence au profit de son propre frère biologique. Là, on voudrait que la justice se mette, enfin, je crois sur ça ou sur d'autres scandales qui entourent, hein, qui ciblent notre cher ministre des Finances. En fait, je crois que déjà, si on va, prenons l'approche communicationnelle, j'ai dit toujours aux gens, l'État est plus fort que qui que ce soit. J'ai dit ça aux amis du ministère des Finances, c'est que quand on vous accuse, quand il y a une instruction en face de vous, il ne faut jamais procéder par le menace. On ne menace pas l'État. Ils sont parmi nous, on va dire des vérités. Quelle vérité vous allez dire? Et justement parce que vous allez dire des vérités, on va continuer à vous clouer parce que je suis sûr et certain que chaque ministre a un cadavre dans le placard. Et ça ne se fait pas seul parce qu'il y a une chaîne des dépenses. Vous ne pouvez pas prétendre voler l'argent de la République seul. Ce n'est pas faisable. Si vous ne le dites pas, l'autre ami qui a participé dans la chaîne des dépenses finira par le mettre à la place publique. Donc du coup, je crois qu'il doit s'apprêter maintenant à avoir une forme de pression, surtout médiatique, parce qu'il a voulu menacer la République, parce qu'on vous a accusé des faits probants sur les questions de forage, sur les questions de lampadaires. C'est des réalités. Moi, je sais savoir que dans la chaîne, il a peut-être une responsabilité, peut-être pas directe, mais je crois qu'il a une responsabilité financière à faire valoir. Mais après, vous ne venez pas dans l'approche. C'était une grossière erreur de communication arrivée. Non, on menace, le ministre menace de dire des vérités. C'est vrai qu'on est dans un contexte congolais où la crise est le présent de la communication. Mais dans cette crise-là, la stratégie reste le maître mot. Il faut savoir, il faut évaluer la force de vos adversaires. Quand est-ce qu'on va l'interpeller? Quand est-ce qu'on va l'interpeller? On attend que les inspecteurs amènent les conclusions des enquêtes. Ça reste une question à $1 million. Parce que pour l'interpeller maintenant, il faudra que la justice prenne son courage à deux mains. Et moi, selon les indiscrétions, je crois que tous les indicateurs sont au rouge. Il est peut-être possible qu'on puisse le laisser aller par devant la justice, mais est-ce qu'on ira jusqu'au bout? Ça, c'est une autre question. Parce que déjà, voir comment il réagit, ce n'est pas les genres de gens à prendre des choses pour lui. Ce n'est pas les politiques résilients. Il va arriver, puis il va commencer à dire 2-3 trucs, et puis couler les autres qui sont à gauche, à droite. Est-ce que l'instruction ira jusqu'au bout? C'est tout ce que nous, on souhaite. Mais je pense aussi que pour le bonheur du chef de l'État et de son image, il faudra qu'on arrive quand même à un dossier qui aboutit. Je ne dis pas ici, aboutir d'un dossier, c'est forcément une conclusion négative, c'est-à-dire qu'on arrête quelqu'un pour détournement, parce que c'est question de droit. Il faudra qu'on ait suffisamment de preuves pour justifier sa culpabilité. Autant c'est du 50-50, présumé coupable, présumé innocent. Mais ici, il faudra qu'il y ait quand même un dossier qui va jusqu'au bout avec preuve, qu'on voit clair et que chacun voie son intérêt. Sinon, en fin de compte, ça restera une épine dorsale sur son talent qu'il ne saura pas se ôter. Ni maintenant, ni après, et peut-être qu'il gardera... les mêmes erreurs du passé qui risquent encore de nous rattraper. On n'est pas très proche de sortir du laurier parce que j'ai l'impression qu'on commet exactement les mêmes erreurs et on va droit au mur. C'est de la folie, comme on dit, faire la même chose dans le même contexte et espérer à des résultats différents. On parlait des sénatoriales, on a vu le procureur se mettre en branle, demander aux inspecteurs et tout le monde de mettre la main sur des corrupteurs, des corrompus. Comment ils mettront la main sur les corrupteurs? Il y a des dénonciations. Des candidats malheureux ont démissionné. Enfin, se sont désistés. Pas malheureux. Certains candidats se sont retirés de la course. Des candidats malheureux le dénoncent. On attend quoi? Comme Kofi Olomide qui a dénoncé Jean-Pierre Bemba.
Kofi, Oui. Sami Badibanga. Mais lui-même, il a commencé par payer 400 000 $ pour occuper un siège à Katanda, pris par un jeune Olivier Sendoula. Il a été débarqué. Et est-ce que lui, Sami a donné 400 000 $? Si, il a donné 400 000 $ à la justice pour ravir le seul siège de Katanda. C'est pourquoi il a été débarqué après. Il n'a même pas battu campagne, mais il s'est retrouvé candidat député dans la liste définitive de la Cour. N'eût été la correction des erreurs matérielles, il serait député. Et là, il décrit le système judiciaire, le système électoral de façon globale. Non, mais il s'est fait passer pour un saint. Ça peut être, si on s'en tient à ce que vous dites. Ça peut être du karma pour lui, mais bon, on est en politique, on ne va pas parler du karma. Mais je pense que, de toute façon, s'il y a une dénonciation avec de preuves, il faudra le faire. Avec tout ça, avec toutes ces dénonciations, est-ce qu'on ne peut pas faire venir ces gens? Ils sont connus, identifiés, on ne pense pas qu'ils feraient de la blague. Et c'est reste qu'à comprendre, c'est quoi le problème? On commence par où? Où sont passés ces inspecteurs? En matière de droit, Jean-Pierre, c'est celui qui accuse de pouvoir apporter les preuves. Mais le parquet peut se saisir aussi. Justement. Parce que ça l'était même saisi. Le parquet. Le président même instruit la ministre de la Justice pour Regarde, que... Même le parquet, pour se saisir d'un dossier, il doit y avoir des indices sérieux de culpabilité. Il faut qu'il ait des éléments. Sinon, ça serait du cosmétique. On a vu au Kasaï central, Denise Dussochoy dénoncer, citer même nommément des députés qui auraient empoché des sous. À Kinshasa, ici, notre famille Danouké Foula a fait des dénonciations, qu'il a été voté massivement à Kitambo. Mais ce n'est pas de se dénoncer, il faut en apporter les preuves. Moi, je sais que Danou avait sa base aussi, sa petite base. Oui, mais il ne suffit pas de le dire. C'est filmer, prendre une caméra, c'est filmer, mais il faut apporter des éléments de preuve. On a vu l'UDPS remettre des jeeps. Non, mais la vérité, c'est ce que je dis. En fait, ça, au moins, c'est un fait. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est que quand vous voulez parler de corruption, il faut savoir en établir. C'est comme le prof Dieudonné Kalouba avait dit, la corruption est une infraction d'intellectuel. Il faut savoir en maîtriser le meilleur pour pouvoir ressortir le caractère infractionnel. Si on a besoin de faire quelque chose, d'arrêter ces gens, on les arrête. Oui, mais on l'arrête comment? Il faut amener une preuve. Mettez la main sur... sur quoi? Sur leur jeep. On a des renseignants. Vous pouvez... Oui, mais justement, il faudra qu'on ait des renseignants. À ces niveaux-là, c'est le travail qui doit être fait. Il faudra que les gens renseignent suffisamment la justice, apportent suffisamment de preuves. Par exemple, j'ai vu une image qui circule sur des jeeps estampillés de nom de chaque député, de Daniel Boumba. Mais après, c'est un indice, ça c'est une vérité. Mais on a pensé que c'était une blague, mais l'UDPS assume. L'UDPS dit c'est nous qui avons remis des jeeps à nos députés. Enfin, oui. Tu rentres dans la logique. Maintenant, après, c'est là où j'ai dit qu'il faudra être en mesure de pouvoir le déterminer. C'est-à-dire que le pouvoir législatif est un pouvoir collectif. Ça veut dire qu'on a une majorité pour pouvoir gagner et prétendre au poste. Maintenant, on est candidat, on a nos députés à nous. Ce sont nos députés, membres d'un parti politique. Oui. Le parti peut transformer ce que vous appelez corruption en forme de don et de motivation. Ah, mais ça, maintenant, il faut comprendre l'origine de cet argent. Une Jeep ferait autour de 100 000 $ ou un peu moins. Quand vous rentrez dans l'origine de cet argent, le problème quitte la dimension de fraude électorale, devient problème des détournements de fonds. Ils changent de zone. Bon. Maintenant, à ce niveau-là, il faut savoir. Et puis, ils vont vous... À la fin, c'est exaspérant, c'est très exaspérant. C'est pourquoi je vous dis, c'est un problème de système. C'est pourquoi la meilleure des choses à faire, je le conseille, qu'on modifie un peu le côté parlementaire, autant pour les députés. Si on tient mordicus à la bicaméralité de notre Parlement, il faudra coupler ces élections. On vote à la fois un député et un sénateur. Il faut les mettre à suffrage universel direct. Quelle image aura-t-on de ce Sénat dont les élections ont été sérieusement entachées L'image qu'on a toujours, c'est toujours le Sénat, tout le monde le sait, même avant qu'on arrive, les gens savaient, c'est un système malsain qui est depuis toujours, mais là ça s'est amplifié. Là ça s'est amplifié parce que les réseaux sociaux nous aident à voir les choses un peu plus claires. Tout le monde savait déjà, il y a même des gens, moi je connais des gens, qui couraient pour être député provincial parce qu'ils savaient que en étant député, sa voix lui vaudrait une Jeep et de quoi s'acheter un terrain. Oui. C'est ce que dénonce un candidat malheureux. C'est vraiment un fonds de commerce. Ils savent que quand je suis député provincial, on est courtisé par les candidats gouverneurs et puis chacun. Malheur surtout à ceux qui ont bouffé l'argent des Déo Kassongo. Qu'ils soient gentils, qu'ils retournent quand même l'argent. Les gens ont bouffé ces sous. Vous pensez non? Mais comment demander qu'on te rembourse? C'est là où il y a le problème. Comment on va te rembourser? Tu vas dire quoi aux gens parce que tu te rendras aussi auteur. On dit Ezalo Mbongo à Diamba, donc à la fin. On ne sait pas qui a fait quoi. Bon, on termine. Est-ce que Pépé Mbos va finalement convoquer l'élection du bureau définitif? Est-ce que il peut prendre conscience quand même qu'on a tellement d'urgence
qu'il faut avancer, aller vite? Je crois qu'il en a l'obligation parce que, comme je dis, les questions institutionnelles transcendent les simples questions d'ordre politique et personnel. On sait tous voir que c'est quelqu'un de frustré. Il a manifesté, il ne s'est pas caché, même après les primaires. Mais c'est comme je vous ai dit, le Congo est une terre de toutes les possibilités. Surtout en politique, dans les lexiques politiques, le mot jamais n'existe pas. Ouais. C'est-à-dire, il est peut-être possible qu'aujourd'hui, un autre coup se joue. On arrive là-bas. Il y a eu des cas de jurisprudence après. C'est vrai, peut-être même à Kinshasa, ici, poser la question MLC, combien de fois ils ont perdu de sièges, tout en ayant cette majorité-là, confortable d'ailleurs. Comment il s'appelle, le député de Massina ici, Henri Itoka, on sait quelque chose. Oui. Le pauvre, comment il s'appelle, le feu Jacques Mbadou, en est témoin au Congo central, qu'il a déjoué le candidat de la majorité. C'est vrai, il n'y avait pas de primaire avant. Cette fois-ci, le primaire a foi de convention entre les différents regroupements de la majorité qui ont accepté de donner de foi ou par compromis leur voix à Vital Kamerhe. Mais après, il est obligé de le faire parce que c'est un blocage. Il faudra que ce bureau-là soit mis en place très vite pour que le gouvernement soit investi et qu'on passe aux choses sérieuses. Il en a l'obligation, mais la question c'est qu'est-ce qu'il prépare derrière sa tête? Il ne faut pas oublier que c'est un moubutiste. Il est peut-être possible qu'il... Il sait jongler. Il sait jongler. C'est des gens qui savent toujours très jongler, très bons, à la manière de Diego Armando Maradona. Oh là là. Parfois, on se demande bien si vous suivez ces émissions. Ah oui, vous suivez, vous riez, vous cherchez peut-être là où il y a une infraction. Mais à la fin, on vous dit tellement des choses intéressantes que c'est des conseils. Enfin, vous ne nous consultez même pas, on vous les donne gratuitement. Ailleurs, oui, ailleurs ça vaudrait de l'argent. Mais le problème, c'est qu'on est dans une société kakistocrate. Les gens qui ont les parcelles de pouvoir préfèrent avoir des gens qui vont chanter Yemei, Yomoko, Lekibangos. Après, quand il y a de l'intelligence, on a l'impression que c'est de l'opposition. Quand tu sais dire non ici, on a l'impression que tu envies le poste de ton supérieur, ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Hier, c'était la journée du travail. Et j'ai vu un message dans les lots des messages publiés à l'occasion. Jean-Claude Katende qui estimait que chez nous, le meilleur boulot qui procure une stabilité, c'est la politique. La politique. Il souhaitait donc une bonne fête aux politiciens, parce que c'est eux qui contrôlent. C'est ironique, mais c'est bien trouvé. Ah oui, bien sûr. Où avez-vous vu qu'un travailleur qui vous gagne moins de $1000 par jour, enfin par mois, au bout d'une année seulement de fonctions, s'acheter des jeeps, construire des gratte-ciel et de cités. Malheureusement. Et c'est ce qui fait qu'on a détruit la mentalité. Dommage. La promotion de compétences et des secteurs. Pourtant, on est un État qui a vocation à être industriel. Nous, on doit aller vers l'industrialisation pour explorer notre potentiel dans son sens intégral. Or, aujourd'hui, il suffit de regarder, Jean-Pierre, fais les tours dans les universités pour voir les facultés qui accueillent les plus d'étudiants. Si on n'est pas avocat, ça vraiment c'est le summum. On est médecin. Si on n'est pas médecin, on est économiste. Et si on n'est pas économiste, on fait... c'est quoi la quatrième formation? Informatique. Sciences politiques ou informatique qui se partagent. En fait, l'agronomie, le bâtiment et travaux publics, c'est les autres métiers qui sont au cœur des questions de développement. Les gens ne veulent pas voir parce qu'on a détruit la carrière. Pourquoi? Parce que l'ensemble de ces métiers mènent à la politique. Oui. Quand on est économiste, on est avocat. D'ailleurs, je connais même des amis, malgré son diplôme. Je connais un. Il a son diplôme en relations internationales, il a son diplôme en journalisme, mais il est allé ajouter le droit juste pour des raisons politiques. Oui, bon. Nous aussi, on Qu'est-ce que vous voulez que les enfants deviennent? Pas parce qu'on veut aller en politique, mais alors que si vous allez ailleurs, les gens les plus riches, c'est ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, dans le monde des affaires. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens des affaires vont chercher des relations avec les politiques pour soutirer un peu d'argent. C'est ce que Kabossé a chanté une fois confusion, mais malheureusement. Merci bien, Mike Gardy. C'est toujours un plaisir. Toujours aussi pertinent. Merci à tous, à chacun d'avoir pris le temps de suivre l'émission. Abonnez-vous sur votre chaîne, abonnez-vous. On vous retrouve le soir pour une autre production. Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Salut.